L'avarie mineure survenue au numéro 4 de Pujol-Avel-Morin a permis au numéro 7, c'est-à-dire à la coque marquée Gravelot, pilotée par Rousse, Salabert et Johnson, de reprendre les commandes de la course. Sur la numéro 4, Avel, Morin et Pujol ont lancé la chasse, accompagnés par la Jeannot numéro 23 de Jean-Vital De Guine, le champion de France de vitesse. Avec aussi le Kodak de Franck Revers ou la numéro 2 de François Dastor, qui est alors la seule coque propulsée par un moteur Johnson, à s'interposer au déferlement des équipages propulsés par les moteurs Mercury. Sur la 26, par exemple, André Larue, Antoine Cyr et Jimmy Bellobre font eux aussi le forcing, talonnés par le jeune Franck Revers sur la Kodak numéro 5. Car c'est environ 1 heure après le lever du jour qu'une nouvelle stratégie se met en place dans les rangs des concurrents encore en lice pour la conquête du podium. La nuit a décimé les effectifs et le débat se restreint alors à une dizaine d'équipages. Le fait de retrouver toutes ses facultés et surtout une bonne vision du plan d'eau permet aux pilotes d'accélérer leur rythme. C'est souvent à l'heure où la ville sommeille encore que le record du Tour dégringole au-dessous des 1 minute 35. 1 minute 35 secondes pour boucler 3700 mètres, c'est-à-dire environ à 140 km/h de moyenne horaire. Soit à 120 à l'heure de moyenne, une fois déduit le temps passé à changer de pilote toutes les 90 minutes. Les observateurs parient cette année pour un total de 3000 km parcourus en 24 heures, soit à une moyenne de 125 km/h, ce qui exploserait littéralement le record de 109 km/h détenu par Michel Rousse. Pour l'instant, c'est justement Rousse, le pilote de la numéro 7, qui caracole en tête. Les plus optimistes croient la course jouée à son avantage. De plus, Jimmy Revers a dû abandonner après s'être retourné au petit matin. Bref, les affaires du team Jeannot Mercury sont en hausse et l'écart se creuse. Le duel qui avait fait vibrer les spectateurs en début de nuit entre la coque TOE numéro 4 et la Gravelot numéro 7 s'intensifie. Elles sont toutes deux motorisées par des 2,4 litres Mercury à injection électronique. Comme d'ailleurs quasiment l'ensemble des 10 premiers du classement provisoire à environ 6 heures de l'arrivée. Du côté de la lutte que se livrent les motoristes, cela manque vraiment de suspense. Et bon nombre de responsables de team en sont déjà à penser aux modifications qu'ils effectueront dans la préparation de leur moteur, mais pour les 24h91. Après 18 heures de compétition, il est difficile pour les premiers d'adopter une tactique de course payante à 100%. Certains considèrent qu'il faut attaquer et lancer le sprint le plus tôt possible, au risque de casser une mécanique déjà très éprouvée. D'autres préconisent la prudence et l'enchaînement des tours selon un rythme déterminé à l'avance. En réalité, le suspense est à son comble. Surtout lorsque les spectateurs voient passer le numéro 7, alors pointé en tête avec une quinzaine de tours d'avance, en remorque, derrière un bateau d'assistance. À force de desserrer et resserrer le boulon, alors je me demande si il est un peu usé et je sais pas. L'hélice est parti. Alors on va changer la base par
prudence et remettre une autre hélice et repartir. L'importante assistance technique du chantier vendéen Jeannot, associée à celle des Américains de Mercury, joue contre la montre. Le changement de l'hélice et le changement de l'embase du moteur, sous les regards des commissaires de course, se fait à grande vitesse. Tout le monde, ici sous la tente, est conscient de l'importance de l'enjeu. C'est simple, il suffit de faire un rapide calcul. Toutes les 100 secondes environ, le numéro 4 reprend un tour à la coque numéro 7, immobilisé dans son stand. Compte tenu des 15 tours d'avance de François Salabert au moment de l'incident, cela fait un crédit de 25 minutes. Crédit qui a déjà été sérieusement entamé à l'occasion du remorquage du numéro 7, qui a perdu son hélice à l'autre bout du circuit. Michel Rousse est sceptique. Chacun s'affaire avec détermination en sachant toutefois qu'il sera difficile de revenir à la régulière se positionner aux commandes de la flotte. Mais une avarie aussi stupide qu'une perte d'hélice peut elle aussi survenir dans le camp des nouveaux leaders. Alors tous les espoirs sont permis et il n'est pas question de baisser les bras, la lutte s'intensifie, un point c'est tout. Il est clair pour tous que cette année, la première place des 24 heures de Rouen va se jouer avec de faibles écarts, alors que certaines saisons, la différence entre le premier et son dauphin se mesure en plusieurs dizaines de tours. C'est aussi cette constatation qui motive le team Jeannot-Mercury et qui va donner des ailes à Michel Rousse, à Don Johnson, le Californien champion du monde, et à François Salabert. L'intérêt de l'épreuve s'en trouve relancé. On s'attend donc à ce que ces trois spécialistes de la vitesse fassent des merveilles et surtout donnent le spectacle de leur talent déchaîné. Ils disposent d'une coque très résistante et particulièrement maniable à haut rendement lorsque le compte-tour affiche 8000 tours et que la vitesse avoisine les 190 km/h. Alors il va faire chaud devant les étraves de la numéro 7 qui repart enfin. Le circuit rouennais cette année est beaucoup moins agité que d'habitude et il permet des vitesses de pointe plus élevées. Les pilotes qui bataillent pour les places d'honneur côtoient ceux qui ont remis à l'eau après de longues heures de réparation. Mais tout s'attaque avec motivation, comme si la victoire allait se jouer à chaque sortie de bouée. Celui qui attaque le mieux en ce moment, c'est sûrement le numéro 2 du team Johnson. François Dastorg, son pilote leader, revient en effet de la 50e position en raison d'une série d'avaries mineures pour rentrer maintenant dans le club des 10 premiers. Il se mêle au corps à corps du numéro 4 des leaders face au numéro 7 de ses poursuivants. Le niveau est redoutablement élevé. En effet, Rouge Johnson Salabert expose actuellement le record du tour quasiment à chaque passage. Ils atteignent la barre des 1 minute 30 au tour, soit jusqu'à 25 secondes de mieux que les leaders de la coque noire et jaune numéro 4. C'est vraiment le délire chez les 5 premiers qui croient tous possible de décrocher une victoire à l'arraché dans les 3 dernières heures de course, alors qu'il reste moins de 100 tours à boucler pour couper la ligne d'arrivée. Ce combat de tous les instants sollicite encore plus les coqs, mais surtout les mécaniques, qui malgré leur préparation pour ce genre de sport, commencent à révéler de sérieux signes de fatigue. Tout peut encore arriver en tête du classement. Personne n'est à l'abri d'une avarie qui ruinerait définitivement ses espoirs et donnerait du cœur à l'ouvrage à ses plus proches adversaires. François Dastorg perd ainsi tout espoir en tombant en panne. Dans le camp Mercury, les sourires sont de mise, car François Dastorg et sa Molinari Johnson représentaient jusqu'ici l'unique obstacle au tir groupé des moteurs noirs. Désormais, Mercury est assuré de remporter les 24 heures de Rouen 90. Une victoire qui pourrait venir de la coque numéro 4 qui tourne comme une montre suisse. Ce n'est donc pas cette saison que Yamaha remportera la coupe en F3000, mais les moteurs japonais trustent par contre les premières places en 850 cm3. Du côté des vainqueurs potentiels de la numéro 4, la pression monte, mais les futurs héros ne sont encore sûrs de rien. Voilà, cette nuit, ça a été, on n'a pas eu, disons-nous, trop de problèmes mécaniques. On a tourné assez régulièrement, nous n'étions pas les plus rapides,
mais je pense qu'on fait partie des bateaux qui sont le moins sortis de l'eau. La tactique, ça va être d'assurer et d'espérer de préserver le matériel au maximum, de façon à ne pas avoir de problèmes, parce que ce qui peut nous coûter la place que l'on espère, disons, ça sera le fait de sortir de l'eau pour surcasse mécanique. La rue, Cire et Bellobre sur la Jeannot numéro 26 finissent par se faire remarquer par leur grande régularité. Les leaders de la coque noire aux couleurs de TOE ne sont pas à leur portée, mais le 26 a tout de même réussi à repasser la coque numéro 7 de Rousse, Salabert et Johnson. Quant à Franck Revers sur la Kodak, il est agressif, mais il n'est plus menaçant pour la numéro 26. Les positions des derniers tours sont celles de l'arrivée. Pierre Pujol, Michel Havel et Jacques Morin volent vers une superbe victoire. La rue, Cire, Bellobre, là aussi un team privé, s'impose en deuxième position à seulement 8 tours. Viennent ensuite les 3 hommes de la numéro 7, Rousse, Salabert et Johnson, talonnés à 2 tours seulement par le jeune Franck Revers associé à Delvaux et Fernandez. Cette année, les privés ont encore une fois devancé les teams d'usine. Pierre, vous l'attendiez depuis combien de temps cette victoire? Depuis l'année dernière. L'année dernière, on a terminé deuxième, on est passé très près. Et cette année, je suis très content d'avoir gagné. C'est la revanche de l'année dernière. Quand avez-vous eu l'impression que vous aviez gagné? Quand le drapeau à damier s'est baissé. Ouais. Pas avant? Non, c'est jamais gagné. C'est une course trop difficile, on ne peut pas faire de pronostic.